Merci de vous être déplacé pour ce petit déjeuner qu'on a appelé Banque de détail du futur scénario 2020. Donc avant, pour me présenter, je suis José Glorieux, je suis associé chez Octo, je m'occupe de la partie banque et services financiers. Donc avant de se lancer dans cette présentation, j'ai un petit message à vous faire passer, c'est que vous avez en fait un questionnaire à votre disposition pour, je dirais, dans une démarche d'amélioration continue, si vous pouviez donner vos indications par rapport à votre retour vis-à-vis de ce petit déjeuner. Ça nous intéresse, donc n'hésitez pas à le remplir. Donc pour commencer, un petit point, on va dire, marketing. Donc juste au moins pour nous présenter, pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Octo Technologies, c'est un cabinet de conseil en système d'information. Nous avons 5 implantations aujourd'hui dans le monde, avec une volonté non pas de partir sur un modèle nearshore ou offshore, mais bien de dupliquer le modèle français et de le reproduire dans différents pays. Nous sommes aujourd'hui 160 collaborateurs, 13 ans d'existence, à peu près 20 millions de chiffres d'affaires. Une organisation sectorielle, ce qui fait qu'aujourd'hui je représente notamment la banque et les services financiers, et une forte culture d'entreprise. Donc ça c'est quelque chose que je pense que vous retrouvez si vous travaillez avec des Octo auprès de vous. Et ça s'exprime notamment par le fait qu'on est lauréat pour la 2e année consécutive d'un prix qui s'appelle Great Place to Work, qui récompense en fait les entreprises. Et Octo a gagné pour la 2e année ce trophée pour les entreprises de moins de 500 salariés. Si on fait un focus un peu plus et qu'on rentre dans la partie banque et services financiers, donc la banque a toujours été le secteur historique d'Octo. Depuis 13 ans, c'est vraiment dans ce secteur qu'on a commencé à travailler. Donc ça représente une part significative de notre chiffre d'affaires. On a un ensemble de consultants qui vont intervenir, bien sûr, principalement des architectes, puisque c'est notre métier d'origine, mais aussi avec un ensemble de rôles qui sont aujourd'hui très importants pour nous sur les projets, que ce soit sous forme de coaching, d'ergonomie ou d'autres types de spécialisation. On a une bonne part de notre temps interne qui est consacré à de la R&D, et forcément, on a une bonne partie de notre R&D qui est orientée sur qu'est-ce qui se passe dans la banque. Alors, il faut bien remettre les choses en place. On n'est pas un cabinet de métier, on est un cabinet en système d'information. Par contre, on cultive une balance métier. Ça me paraît extrêmement important vraiment de jeter des ponts, clairement, entre ce que peut faire le métier, la façon dont on peut le percevoir, la façon dont il évolue, et la technologie associée à ça. Donc c'est pour ça qu'on va se permettre, sur un ensemble de sujets que je vais qualifier de technico-fonctionnels, d'avoir un vrai positionnement. Donc quand on parle de banque et cloud computing, quand on parle de banque et réseaux sociaux, quand on parle de moyens de paiement, on est vraiment sur des sujets qui, je dirais, rapprochent une dimension métier et une dimension technologique. Voilà pour le petit espace commercial. Si on s'intéresse à l'agenda de cette matinée, donc on a travaillé sur un ensemble de scénarios qu'on va vous présenter. On va vous en présenter 3, alors techniquement on aurait pu vous en présenter beaucoup plus. On a dû faire des choix. Et ce qui est bien important de comprendre associé à ces scénarios que vous allez voir qui peuvent être perçus comme caricaturaux sur la façon d'apprendre le sujet, c'est pourquoi on a fait ça. Et donc là, je vais laisser la parole à Olivier Roux qui va vous présenter pourquoi, quelle est la démarche associée à ces scénarios. Alors, nous avons procédé de la même manière que nous avions fait à l'époque, pour ceux qui étaient là à l'UCI 2009, qui avait, donc l'UCI c'est la conférence que fait Octo, et qui avait lieu donc il y a 3 ans dans ces mêmes locaux, dans laquelle François Isquin, notre PDG, avait co-animé avec le BCG une session prospective sur les scénarios de l'IT. Nous avons appliqué la même méthode, mais plutôt centrée donc sur notre secteur banque de détail. Alors, qu'est-ce qu'une approche prospective? On a 2 axes principaux. Un premier axe qu'on a appelé certitude, même si quand on parle du futur, évidemment, ça peut faire sourire. On va dire certitude dans le sens que ce sont des tendances fortes, des marqueurs forts de l'évolution de nos sociétés. Que ce soit des indicateurs démographiques, sociologiques ou environnementaux. Donc ça nous donne, on va dire, les tendances de fond. Et ensuite, on a mélangé ces tendances de fond avec un axe
plus incertain, qui est lié à des évolutions, des micro-évolutions qui nous touchent plus, qui se rapprochent plus de notre quotidien. Évolution technologique, évolution réglementaire, dont vous êtes confrontés aujourd'hui de plein fouet. Bon, ça avait commencé avant, mais c'est quand même très lié à la crise que nous traversons. La croissance économique, etc. Et donc c'est ce mélange de deux axes qui nous permet de préparer ce qu'on appelait les futurs, des hypothèses de ce que pourrait être la banque d'ici une dizaine d'années. Alors pourquoi on a utilisé cette démarche prospective? On l'a fait parce qu'on souhaitait aller au-delà de ce qui paraît évident aujourd'hui. Je vous ai mis deux citations, elles sont assez connues. On voit des grands patrons de l'époque au top en termes de technologie, hein, puisque c'est quand même le patron d'IBM et puis de Digital qui en fait ne s'est jamais vraiment remis. Et ces deux citations prouvent bien que même pour des gens qui sont du métier, ils peuvent se tromper lourdement. Puisque évidemment aujourd'hui, il y a quand même bien plus que 5 ordinateurs et même on est bientôt à 2 doigts de parler de la fin des ordinateurs pour aller dans une nouvelle ère. Donc voilà, cette démarche de scénario, elle a pour objectif, comme le disait Joseph, d'aller plus loin, d'être volontairement caricaturaux sur certains aspects. Mais pourquoi? Mais pour susciter la réflexion, pour envisager des combinaisons de tendances qui paraîtraient absurdes peut-être aujourd'hui, mais qui seront peut-être ce qui sera fait demain. Donc voilà pour la démarche. Pour le ramener à quelque chose d'un petit peu plus concret, on a catégorisé les impacts, vous le verrez tout à l'heure, grâce à notre outil d'analyse. Alors ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous détailler la matrice aujourd'hui. Disons que ça, c'est un outil que nous utilisons sur nos missions de conseil, donc dossier d'architecture, schéma directeur, pour avoir une vue exhaustive de l'analyse du système d'information. Et on va se servir de ce Canva tout à l'heure pour analyser les impacts que draine chacun des scénarios. Donc, je vais passer la parole à Sylvain qui va vous présenter le premier scénario, donc le scénario que nous avons baptisé Tout concret. Alors, le premier scénario est un scénario un petit peu défensif. On y va. Nous sommes en 2020. L'Espagne et l'Italie ont fait défaut à plusieurs reprises, entraînant dans leur chute un certain nombre d'établissements financiers en Europe, tels que de grandes banques françaises ou allemandes. Au niveau des consommateurs, la chute de confiance est sans précédent. Les gens retirent leur argent de la banque, les produits financiers considérés comme trop obscurs sont boudés au profit de produits beaucoup plus concrets, tels que l'or ou la terre. On voit même apparaître le troc, et les monnaies locales fleurissent un peu partout en France et en Europe. Face à cette crise sans précédent, les banques décident de se recentrer sur leur cœur de métier et ramener le client chez eux en rétablissant la relation client. Pour cela, en fait, elles réaménagent leurs agences qu'elles avaient un peu boudées ces dernières années pour en créer de nouvelles ou en réaménager sous forme d'agences d'excellence spécialisées en cœur de métier, comme le crédit, l'octroi, la gestion patrimoniale ou bien les moyens de paiement. L'écoute du terrain est privilégiée, ce qui se traduit par une simplification et une adaptation des produits aux besoins du client. Le conseiller reçoit ses clients dans de nouvelles agences au concept et au design nouveau, qui lui permet de l'accueillir de manière conviviale autour d'un nouveau poste de travail qui a été redéfini, qui a été redessiné, qui lui permet de partager plus d'informations avec lui. Le conseiller s'appuie sur de nouveaux outils d'aide à la décision qui lui permettent de prodiguer des conseils de qualité et adaptés à son client. Au final, on aboutit en fait à une amélioration du conseil. Les clients reviennent petit à petit, c'est la renaissance de la banque, et petit à petit, la confiance revient. Alors, ça c'était en 2020, mais qu'est-ce qui nous permet de dire que ces choses-là pourraient se passer par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui en 2012? Et c'est ce que nous on appelle les signaux faibles. Quels sont en 2012 les signaux faibles qui nous permettent de dire que ce scénario, ou certaines briques de ce scénario seraient plausibles? Il y en a de deux aspects. Le premier est sociétal,
Et le deuxième, on verra, c'est du côté de la banque. Donc, sociétal, c'est sur la perte de la confiance. Alors le premier c'est peut-être sourire, c'est le 7 décembre, je retire tout mon fric de la banque. C'est le message d'Eric Cantona. Ça vous fait sourire, bien entendu, mais c'est beaucoup moins drôle, par exemple, si on regarde ce qui s'est passé en Angleterre, où effectivement les gens faisaient la queue pour aller retirer leur argent. L'autre phénomène, c'est la vente des coffres forts, plus 20% en 2011. Coffres forts physiques. Et en 2012, probablement que ce sera la même chose, en France et dans d'autres pays d'Europe. C'est aussi la perte du triple A, ça inquiète un petit peu les gens. Et puis, encore plus proche de nous, c'est le défaut de la Grèce et le risque potentiel d'un effet domino sur d'autres pays. Donc ça, c'est au niveau de la société. D'un point de vue métier, eh ben, un message qui est ressorti très récemment, c'est le repositionnement stratégique du Crédit Agricole sur son cœur de métier, sur la banque de détail, en délaissant en partie la banque d'investissement. C'est aussi des agences du futur. On voit de nombreux prototypes d'agences naître à Paris et en province, dans des concepts complètement nouveaux, au design accueillant. Et les conseillers peuvent effectivement accueillir leurs clients autour de tables tactiles, donc autour d'interfaces complètement nouvelles. C'est aussi au niveau du crinier de l'épargne, donc deux phénomènes qui m'ont marqué. Le premier, c'est après le démantèlement de Dexia, c'est la création d'un nouvel établissement financier qui va permettre de financer l'économie locale. Et donc c'est l'établissement qui va être co-brandé par la Caisse des dépôts et la Banque postale. Je vais dire, c'est une forme de back to basics. Et l'autre phénomène qui est aussi une certaine forme de raz-de-marée aux États-Unis et qui commence à arriver en France, c'est le financement local et le financement participatif, avec notamment Franz Clear, tout le monde a un représentant ici. C'est une alternative au financement classique, que sont le crédit d'épargne classique, qui permet de rapprocher les gens autour de projets concrets, locaux, et de le financer. Et puis enfin, vous en avez peut-être entendu parler, c'est par exemple dans les paiements, c'est le raz-de-marée de Square aux États-Unis. Square, c'est quoi? C'est un... Je ne sais pas si on voit très bien là sur l'image, c'est un petit device qu'on plug sur le téléphone et qui le transforme en moyen de paiement, en terminal de paiement. Ce système-là, en fait, a permis à des auto-entrepreneurs ou des TPE de se développer et de leur donner accès à un moyen de paiement, à un système de moyen de paiement très bon marché. Donc voilà tous ces... Alors, bien entendu, il y a d'autres signaux faibles, que je n'ai pas détaillés ici, mais ces signaux permettent de dire que le scénario de 2020 qu'on a évoqué dans le tout concret a une probabilité de se produire. Ce scénario, il a 3 enjeux forts. On a vu, il y a une crise de la confiance, donc pour retrouver la confiance, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, la première chose, c'est renouer le dialogue avec son client et donc rompre cette fameuse barrière qu'il y a entre lui et son client, notamment par l'intermédiaire du poste de travail, qui n'est pas toujours très adapté, qui n'est pas convivial. Donc rompre cette barrière. Pour rompre cette barrière, on va amener de la transparence. Deuxième chose, c'est que pour pouvoir amener des solutions et rentrer en confiance avec son client, il faut bien le connaître. Et le connaître en détail. Donc l'objectif, c'est de le traiter, non plus comme on le faisait jusqu'à présent, en masse, mais de le connaître en détail et d'avoir une solution adaptée, unique pour chacun de ses clients. Et une fois qu'on a atteint ces deux objectifs, et bien le troisième objectif à atteindre, c'est de lui proposer des solutions adaptées à ses besoins. Donc, par rapport à ce premier enjeu, rompre la barrière entre le client et le conseiller, qu'est-ce qu'on a de disponible d'un point de vue technologique? On a, et bien entendu, les fameuses tablettes et les tables tactiles qui permettent de repenser complètement la relation entre le client et son conseiller, non plus dans une relation en face à face, mais dans une relation en côte à côte. Ça permet d'échanger, ça permet de partager des informations, d'être au même niveau. Bien entendu, cette relation et ces devices ont des impacts dans le système IT, dans le système d'information, pardon. Première chose, évidemment, c'est qu'il va falloir repenser complètement les interfaces, l'ergonomie, donc l'usabilité, l'ergonomie, l'usabilité des interfaces. Le deuxième impact, c'est que ces nouveaux devices, il va falloir les intégrer dans le système d'information. Donc 2 impacts IT, repenser l'ergonomie, repenser l'interaction avec le poste et l'intégrer dans le système d'information.
Deuxième enjeu, on l'a dit, connaître le client en détail. Donc le connaître en détail, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut le connaître d'un point de vue de son patrimoine, de ses contrats, de sa situation familiale, des offres potentielles qu'on peut lui proposer. Et donc avoir une vision détaillée à 360 de ce client et de sa famille, par exemple. Donc d'un point de vue, là on est toujours sur des espaces où on partage l'information, autour des tablettes notamment. Et donc qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue IT? Ça veut dire qu'on va avoir besoin de mettre en place de la visualisation de la donnée évoluée, et non plus se centrer sur le produit comme on le fait jusqu'à présent, mais se centrer sur le client. Donc ça veut dire que d'un point de vue modélisation, on va avoir une modélisation qui va être centrée autour du client. Donc les deux impacts sont les suivants. Des outils de la visualisation de la donnée évoluée, et deux, une modélisation centrée autour du client. Une fois qu'on a rempli donc, ces deux enjeux, on va pouvoir commencer à lui prodiguer des conseils. Comment peut-on le faire? Deux possibilités. La première, c'est celle-ci. On va lui proposer des solutions en le comparant à ses pairs. C'est-à-dire qu'on va regarder, en s'appuyant sur les données bancaires qui existent dans la banque, sur lesquelles les banques sont assises depuis un certain nombre de temps. Donc, toutes ces données bancaires, on va les analyser, et ça va nous permettre de proposer des solutions, des premières solutions, tout simplement en comparant le client ou sa famille avec de ses pairs qui ont des comportements proches ou divergents. Donc ce qui amène déjà une réflexion. Donc premier axe, ce qui permet au conseiller de donner un premier axe de conseil. Comment on va faire? Donc d'un point de vue IT, c'est quoi l'impact? L'impact, c'est qu'on a une masse de données aujourd'hui qui existe, sur lesquelles les banques sont assises, mais elles ne les exploitent pas. Ici, l'idée, c'est de les exploiter. Et donc, on va manipuler des volumes de données importants, et donc on va toucher des concepts tels que Big Data. Donc l'impact sur le système IT, de l'ordre de manipulation de grands volumes de données. Deuxième proposition, là, c'est travailler conjointement sur ces projets. C'est-à-dire, sur une ligne de vie dans le temps, qui peut être 1 an, 2 ans, 6 mois, 10 ans, 15 ans, 20 ans, on va positionner ces projets, partir à la retraite, financer les études du petit dernier, acheter une voiture, etc., etc. On va les positionner sur une ligne de temps, on va positionner ses assets, on va positionner ses revenus, etc., comment il veut opérer, toujours dans un espace convivial et partagé avec son conseiller. Et donc on va s'appuyer sur des outils d'aide à la décision qui vont permettre de lui proposer des solutions adaptées à ce qu'il veut faire. Donc, d'un point de vue IT, on va s'appuyer sur des outils comme des simulateurs ou des comparateurs. En synthèse, donc dans la fameuse matrice, où sont les impacts, donc où sont les endroits où vous devrez, si vous prenez ce scénario, où sont les endroits où vous devrez investir. Donc en vert, les endroits où vous n'investirez pas plus que d'habitude, en jaune, un peu plus, et surtout en rouge, l'endroit où l'investissement devra être fort. Donc on l'a vu, les tablettes, les interfaces, le nouveau poste du conseiller, on est sur l'accès au SI, on est sur les nouvelles IHM, on est sur le poste de travail du conseiller, c'est donc là qu'il y aura des investissements à faire. Le deuxième, les simulateurs, les comparateurs sont ici, au niveau des traitements, au niveau des traitements et des services. Et le troisième, les big data, le gros volume de données à manipuler, on sera au niveau de la donnée, on sera sur un volet technique ou sur un stockage de masse. Enfin, on a voulu donner une petite touche, même si on n'est pas complètement légitime, une petite touche sur l'impact organisationnel que pourrait avoir ce type d'investissement et ce type de scénario. On est légitime en tant que client ou consommateur, c'est que dans ce scénario, eh bien, on l'a vu, les conseillers devront monter en compétence. Pourquoi? Parce qu'ils devront interpréter les résultats des outils, des comparateurs, des simulateurs, ils devront comprendre, interpréter la comparaison entre les différents profils, etc., etc. Donc ce qui signifie, comme on vous l'a dit, qu'ils devront monter en compétences et en plus être spécialisés, ils sont très 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 fortement spécialisés sur certains métiers. Par conséquent, toutes les tâches sans valeur ajoutée devront plus ou moins être automatisées.
Ça devrait vous rappeler quelque chose, c'est typiquement des choses que vous trouvez aujourd'hui dans les banques privées. Donc une organisation de type banque privée. Et donc je vais passer la main à mon collègue qui va vous parler du scénario qui est, lui, un petit peu à l'opposé et qui est le tout virtuel. Je vais me livrer au même exercice que Sylvain, sauf que pour moi, le futur n'est absolument pas ce qu'il nous a présenté. Nous sommes toujours en 2020. Lancé depuis une quinzaine d'années, le succès des banques en ligne ne se dément plus. Ça paraît relativement évident vu la proportion de la population digital native à cette époque. Aujourd'hui, en 2020, l'Internet ne représente pas un frein pour une population qui est quasiment née dedans. De fait, les réseaux d'agences physiques tels que nous les connaissions au début des années 2000 paraissent obsolètes et sont progressivement désertés par les clients. Effectivement, tout est possible en ligne. À quoi bon se déplacer dans les agences? Toutes nos relations finalement avec la banque se font de manière virtuelle, à distance, n'importe quand, à n'importe quel moment. Je vais prendre deux exemples pour illustrer ce point. Je ne sais pas si vous vous souvenez de Moneo. Moneo, c'est une solution qui avait été lancée à la fin du siècle dernier et qui n'a pas réellement trouvé son public et qui a été un petit peu envoyée au musée par des solutions plus virtuelles encore, alors que pourtant c'était l'abstraction de la monnaie, de la petite monnaie qui avait freiné Moneo. Donc des solutions plus virtuelles encore, comme celle de Google ou de Facebook que je vous présenterai tout à l'heure, apparues au milieu des années 10, qui ont véritablement emporté la mise, alors que pourtant elles sont complètement virtuelles. Et elles gèrent de manière totalement transparente pour le client des millions de transactions par jour et représentent des sommes astronomiques, sans que cela gêne absolument les consommateurs. Le deuxième exemple que je voudrais prendre concerne la biométrie. Pourquoi la biométrie? Parce que ce qui s'est passé donc, dans ces 10 dernières années, c'est une explosion de tous les comptes ou tous les services web. Mais vous êtes bien placé pour le savoir, qui dit explosion des services web dit démultiplication des mots de passe à retenir, ou alors, à moins de choisir des mots de passe toujours les mêmes ou pas très sécurisés, ce qui rend la tâche de l'ordre du casse-tête pour le commun des mortels. La biométrie lève ce frein, lève cette contrainte, puisqu'elle permet très facilement de s'authentifier sans avoir besoin de retenir quoi que ce soit, et puis surtout, vu qu'elle nous est propre, de manière totalement sécurisée. Et donc au final, pour moi 2020, ça peut se résumer ainsi, c'est pouvoir faire n'importe quoi, de n'importe où, avec n'importe quel dispositif, et dont on verra les prémices de ce mot d'ordre. Donc au final, l'année qui vient de s'écouler représente pour la banque été couronnée de succès en termes d'innovation et la place désormais au niveau des grands acteurs du web. Alors quels sont les signaux qui, si je reviens en 2010, me permettent de vous présenter un scénario de cet ordre, qui est donc, comme vous l'avez vu, diamétralement opposé avec celui que vous a présenté Sylvain. Alors moi je vais aussi vous parler des agences, sauf que pour moi l'agence, elle a été, je vous ai dit, potentiellement désertée, donc réellement appauvrie en termes de personnel, mais rendue riche en termes de fonctionnalités, accessible par tout le monde, sans forcément même avoir besoin de rentrer à l'intérieur, avec des distributeurs d'argent qui deviennent intelligents et qui font plus que justement donner de l'argent. On peut les voir comme une extension d'un site web par exemple, puisque tout est possible, tout type d'opération est possible depuis ces machines. Deuxième point, j'en ai parlé aussi dans mon exemple, la partie paiement. Donc là aujourd'hui on est en 2012, on va voir tout à l'heure que on ne sait pas encore quelle solution va s'imposer, mais on voit déjà des solutions très innovantes arriver.
donc avec la monnaie virtuelle de Facebook ou le Google Wallet de Google, qui permet de payer par mobile. Et donc, bon, c'est vrai que le petit dispositif dont parlait Sylvain pour Square tout à l'heure marche bien, mais à quoi bon s'encombrer d'un dispositif nécessaire si on peut le faire virtuellement. Technologique, donc tout ce qui est dématérialisation, identité numérique, signature dématérialisée, dont je vous reparlerai tout à l'heure. Des facteurs sociétaux, avec, bon, je sais pas, j'imagine que dans la salle vous en avez peut-être, donc l'explosion des ventes de tablettes, l'explosion des ventes de smartphones qui a eu lieu déjà il y a 2-3 ans et qui donne envie aux clients lambda d'utiliser autre chose que son site web et encore moins du coup de lui donner envie d'aller dans les agences. On voit aussi que l'identité numérique, la réputation numérique peut servir pour faire des octrois de crédit en fonction du risque qui vous est associé à partir des informations que vous laissez sur les réseaux sociaux. Et dernier point, côté business, donc je vous parlais du succès des banques en ligne en 2020. Bon, il ne faut pas forcément attendre 2020 pour avoir ce type de remarques. On a déjà aujourd'hui un fort engouement pour ces banques. Même si c'est vrai, elles restent pour la plupart adossées à des grands groupes. Il est indéniable qu'elles attirent des clients, à la fois pour le côté pratique de la chose, on va dire le côté virtuel, mais aussi, il est vrai, par rapport aux pratiques de coût, enfin de tarifaires qu'elles proposent. Et on verra ensuite les outils que ces banques ont amenés. Donc pour moi aussi, trois enjeux dans mon scénario virtuel. Premier enjeu, vous l'avez compris, l'autonomie. Il est important que le client soit indépendant, qu'il puisse faire ce qu'il a envie de faire sans avoir besoin de personne. Le client est pressé, il n'a pas forcément envie de prendre rendez-vous pour pouvoir faire une opération. Pourquoi ? Parce que, donc deuxième point, ubiquité, son quotidien lui permet déjà de faire tout un tas de choses. Et il a des goûts propres, ce qui, du coup, il a envie d'utiliser, de choisir lui-même son canal de communication. Le dernier objectif, finalement, est la somme des deux premiers, c'est que pour lui, tout doit être plus simple, tout doit être plus facile, et donc tout ce qui lui permettra de réutiliser ce qu'il utilise à titre personnel, donc son identité numérique, ben ça va aller dans ce sens de la simplicité. Donc voilà pour les trois enjeux, et je vous propose maintenant de rentrer un peu plus dans le détail de ce scénario. Premier point donc, la gestion de budget. Donc c'est toutes les solutions de type portfolio management system. Par exemple, là je vous ai mis un exemple de solution, pardon. Donc c'est Bundle, pardon, qui est, donc vous le voyez, une solution à base où le trait principal est l'ergonomie repensée avec des bulles. C'est vrai que ça peut faire sourire, mais disons qu'on retrouve une caractéristique forte de ces produits qui est de s'abstraire du site web de la banque tel qu'on le connaît, assez tabulaire, assez comptable finalement dans sa vision, pour passer vers des représentations un peu plus ludiques et finalement plus proches de ce que les clients ont l'habitude de voir dans des applications non professionnelles. Non pas que ce soit, d'ailleurs, quand je dis non professionnel, non pas que ce soit non sérieux, bien au contraire. Donc la taille des bulles, par exemple, en termes de représentation, donne la taille du compte. Là, on voit un peu plus d'informations en fonction de l'épaisseur. Donc on peut jouer sur les formes. Donc on verra toute une gamme de technologies qui arrivent et qui permettent de faire ces IHM. Et puis, Sylvain en parlait tout à l'heure, c'était peut-être un point commun qu'on retrouve dans nos deux scénarios, sauf qu'ici, il n'y a pas forcément de conseiller. Ces outils offrent la possibilité de faire la gestion de budget, donc de faire la gestion de projet. La seule différence étant que c'est le client qui fait lui-même. Il peut, s'il le veut, faire appel à quelqu'un, mais l'idée c'est qu'on lui donne les clés pour faire
sa gestion de budget tout seul. L'ancêtre de ce type de ces solutions était le fameux Money de Microsoft. Donc effectivement, Money existe toujours aujourd'hui, mais on va dire que la simplicité de ces outils, c'est de se plugger directement sur vos transactions bancaires dans le site de votre banque, sans que vous ayez besoin de faire des imports-exports de transactions, et donc le côté un petit peu pénible, tout est fait, tout est fourni pour vous. Deuxième élément dont je vous ai un petit peu déjà parlé, on vous a un petit peu parlé sur tout ce qui est moyen de paiement. Aujourd'hui, en 2012, c'est un petit peu dur de savoir ce qui va vraiment fonctionner, parce qu'il y a énormément de solutions qui émergent. Pour rien vous cacher, c'est un petit peu une solution par semaine. Donc je vous en ai juste deux mots sur Facebook. Donc Facebook, il lance une monnaie virtuelle, le Bitcoin, qui permet donc de payer avec de l'argent virtuel. Alors ça paraît un peu abstrait aujourd'hui, mais il faut voir que dans 10 ans, les enfants ou les adolescents qui utilisent ça aujourd'hui, pas forcément des adolescents, seront des adultes demain et peut-être garderont en tête, dans un coin de leur tête, ce type de monnaie et auront envie de l'appliquer à la vie réelle. Et plus probablement, ce qui devrait arriver rapidement, des solutions de type NFC comme le Google Wallet, ou évidemment, ça on le fait déjà, le paiement PayPal. Donc en termes de moyens de paiement, ce qui est très probable, c'est qu'on arrive enfin à avoir la peau du chèque, et peut-être même avant celle de la carte bleue. Alors, on parlait d'IHM tout à l'heure. Il y a une évolution qui est extrêmement importante qui commence à arriver aujourd'hui et qui force un certain nombre d'acteurs à repenser leur site web. C'est la technologie HTML5. Alors là, je pars dans quelque chose d'un peu plus technique que les éléments que nous venons de voir. Juste pour vous préciser, HTML a été une norme pour décrire une interface. La différence, c'est que sa version 5 va bien au-delà de la description d'une interface, puisque ça permet de gérer du contenu multimédia, ça permet de gérer de l'offline, donc ce qui est particulièrement pratique, puisque aujourd'hui nous n'avons pas encore le réseau tout le temps. Peut-être que d'ici 10 ans, avoir le réseau, et donc sera une évidence, et du coup l'offline, la fonctionnalité perdra de son sens. Être en capacité à faire du rendu beaucoup plus joli, du rendu 3D, etc. Donc toute cette norme qui est en cours de définition, mais dont les principaux éléments sont déjà présents, devrait révolutionner la façon dont on aborde nos interfaces aujourd'hui, avec l'introduction de nouveaux patterns, dont je vais pas tous les décrire, mais je voudrais vous présenter les trois derniers qui me semblent les plus importants. Donc responsive design, qui signifie être capable d'avoir un rendu adapté au dispositif. Donc on est vraiment dans l'ubiquité, c'est-à-dire que le client a envie d'utiliser son téléphone, a envie d'utiliser sa tablette, a envie d'utiliser son site web, à la limite peu importe, c'est lui qui choisit. Par contre, ça nous implique de réfléchir à des interfaces qui soient compatibles pour tous ces dispositifs. Deuxième point, ça impose aussi de réfléchir mobile first et non plus internet first, c'est-à-dire que il faut prendre dès le départ ces contraintes en compte, et donc on arrive au troisième pattern dont je vais vous parler aujourd'hui, touch first. Il faut penser aussi à des interactions qui ne soient plus, après 30 ans ou 40 ans d'hégémonie de la souris et du clavier, qui ne soient plus faits avec ces dispositifs-là, mais directement avec les doigts. Parce que bien évidemment, la notion de clic paraît un peu obsolète quand on est sur une tablette. On a envie de prendre, on a envie de déplacer, on a envie de jouer un peu plus profondément avec l'interface. Donc ces trois points-là doivent être pris en compte aujourd'hui pour faire des interfaces, et sont rendus possibles avec cette technologie. Passer un peu plus rapidement sur la biométrie pour vous lister des solutions qui sont assez connues. Reconnaissance de visage, donc ça existe déjà un petit peu au niveau des ordinateurs, ne serait-ce que pour se loguer
son PC. Reconnaissance vocale, donc là c'est un exemple avec BlackBerry, mais j'aurais pu mettre Siri, le Siri d'Apple par exemple, qui est en train d'arriver. Alors c'est vrai que sur la partie vocale, c'est pas nouveau, ça existe depuis un moment. On peut dire que ça en reste encore très perfectible, c'est-à-dire qu'une fois qu'on est sorti des cas d'usage standards, c'est un petit peu plus difficile, mais c'est indéniable que ce genre de technologie va se démocratiser, surtout si elle est testée avec le grand public. Reconnaissance des veines, bon là pour moi c'est plutôt de l'ordre de l'entreprise, parce que je vois pas quelqu'un installer ça chez lui pour se connecter à son ordinateur, ça paraît peu probable. Et puis la signature manuscrite. Donc en fait, ce que proposent toutes ces solutions, c'est une simplification de la connexion et surtout de ne plus avoir ces fameux mots de passe. Autre option pour se débarrasser des mots de passe, avoir une seule identité, un seul point d'accès. Et donc là, ce qui semble le plus probable, c'est de remplacer l'identité bancaire par une identité numérique issue d'un de ces réseaux sociaux et de se loguer à sa banque, par exemple avec son identifiant Facebook. Donc ça paraît un peu bizarre, mais c'est ce qui est de plus en plus en vogue sur les sites hors bancaire. Donc je vous ai mis l'exemple en arrière-plan, on se fait un petit peu de publicité comme ça, pour l'université du SI, où vous avez deux formulaires, soit vous rentrez votre nom, votre prénom, vous créez un compte, vous demandez un mot de passe tel que vous le faisiez avant, soit vous vous inscrivez avec votre réseau, avec l'un des réseaux sociaux. Donc ça permet d'avoir finalement un seul mot de passe à se retenir, celui de Facebook, ou celui de Twitter, ou celui de Google+. À cela, on couple OAuth, qui est un framework open source qui est ici d'une initiative des Grands du Web pour s'autoriser et qui va permettre de communiquer dans un process, dans un workflow d'authentification entre le site sur lequel vous êtes authentifié, par exemple Facebook, et puis le site de la banque. Donc ça, c'est des solutions qui sont en train d'arriver, qu'on a déjà mis en place chez certains d'entre vous, et pas encore sur le site phare, en fait, de la banque. Ça devrait, j'espère que ça ne va pas tarder. Et puis rapidement, dernière problématique, une problématique infrastructure. On a dit tout virtuel, on a dit de plus en plus de services connectés, et forcément, ça va induire des problématiques très importantes sur l'infrastructure. Donc là, vous avez un exemple de pic, le fameux pic de charge qui est fort désagréable quand vous voulez travailler, puisque forcément, vous arrivez comme tout le monde au même moment et le service ne répond plus. Ce qui rend extrêmement difficile de gérer l'infrastructure aujourd'hui. Le problème, c'est qu'avant, on avait tendance à surdimensionner nos infrastructures pour absorber ces fameux pics de charge. Et on va dire que ce surdimensionnement était un coût acceptable parce qu'il y avait encore peu de services concernés. Le problème, c'est que si ça se démultiplie, ce coût va devenir totalement du luxe, et donc il est en train de se passer une révolution tirée par le cloud computing, où l'idée, ce n'est plus de gérer de l'infrastructure, mais de gérer des capacités. Et donc là, je vous ai mis la capture d'écran de la console d'administration d'Amazon Web Services. C'est un exemple parmi d'autres de fournisseurs de cloud. Mais l'idée, c'est plus donc de gérer des machines, mais vraiment de gérer de la puissance. On achète une puissance, on achète un stockage, et puis en fonction des besoins, en fonction du moment, en fonction de la saisonnalité, on rajoute plus ou moins de puissance sur le service considéré. Donc voilà, derrière ces deux schémas, il y a la notion de cloud, mais ça nous emmènerait trop loin dans cette conversation ce matin. En résumé, donc, si je dois mapper les différents éléments que je vous ai présentés sur cette matrice, on retrouve un point fort, évidemment, la sécurité. Donc, qui dit tout virtuel nécessite d'avoir des points d'accès sécurisés. Et puis, puisque le client fait tout seul, un axe fort sur l'utilisateur avec ses accès et puis son socle IHM. Voilà pour les impacts. En conclusion,
le réseau d'agences, donc tel qu'on le connaît aujourd'hui, aura tendance, selon ce scénario, à disparaître au profit simplement de points d'accès intelligents qui permettent de faire un certain nombre de tâches, mais qui ne sont ni plus ni moins que les mêmes que vous pouvez faire en ligne. Et donc, quelque part, si le réseau disparaît, c'est qu'on est en train de converger vers une organisation plutôt banque en ligne, c'est-à-dire moins de personnes présentes en physique, mais des centres d'appel joignables pour faire les derniers pas ou ce qui resterait encore obscur. Donc je laisse Joseph vous présenter maintenant le scénario tout distribué. Merci Olivier. Alors je vous propose un dernier voyage. Scénario tout distribué. Donc de quoi on parle? Dans ce scénario, il s'est passé quelque chose d'assez étonnant en fait. En 2020, on a Composite Bank, on verra après pourquoi on a appelé cette banque Composite, qui en fait détrône Citibank en nombre de clients en encours bancaire. Alors la question c'est un petit peu d'où vient cette banque? Elle vient en fait de deux choses qui sont passées dans les années antérieures. La première c'est quelque chose qui s'est passé aux États-Unis, qui est assez jeune en fait, qui date de la fin de l'année dernière et du début de cette année. C'est la naissance de Bank Simple. Bank Simple en fait propose une offre qui est complètement en rupture par rapport au marché. Aujourd'hui, Bank Simple en fait n'a même pas les statuts d'une vraie banque. Par contre, par un système de partenariat, par un système en fait de composition de son système d'information, elle va acquérir un core banking system, donc la façon d'opérer et de gérer l'argent, et elle va quelque part acheter sa licence bancaire en s'appuyant sur une banque. Donc ça c'est la première chose qui se passe. Et la deuxième c'est l'Europe. L'Europe commence à légiférer de façon encore plus forte, et notamment pour répondre à deux problématiques. En fait, l'Europe en a marre d'une forme d'opacité que peut avoir la banque sur un ensemble de ses tarifs. Donc il demande plus de transparence, que ça soit affiché, qu'on puisse comprendre en fait qu'est-ce que ça coûte. La deuxième chose, c'est lutter aussi contre tout ce qui est entente illicite. Donc au sens entente illicite, je parle de, voilà, on se met d'accord sur les tarifs. Donc l'Europe n'arrête pas de sanctionner les banques, mais ça ne fonctionne pas. Donc on n'arrive pas à faire entrer de nouveaux acteurs du fait de l'entente entre les banques. Donc l'Europe légifère sur deux choses. La première chose, la transparence, où elle oblige les banques en fait, à ouvrir leur système d'information. Elle les oblige à publier un ensemble d'informations dans un petit peu le courant qu'on appelle open data aujourd'hui. Et deuxième chose, sur la notion d'entente illicite, elle se dit, pour favoriser l'arrivée de nouveaux acteurs, un petit peu par rapport à ce qui s'est passé dans les télécoms avec les MVNO, elle demande à la banque d'être en capacité, sur un ensemble de ses activités, de l'offrir à les nouveaux entrants pour qu'ils puissent s'installer durablement, enfin au moins essayer, s'installer sur le marché. Et quelque part, donc, on a vraiment un nouveau modèle de banque qui est possible, où on n'a pas besoin d'arriver, de mettre en place l'ensemble des briques pour partir, mais potentiellement arriver avec une brique et ensuite composer son système d'information, composer sa banque, avec d'autres briques qui sont mises à disposition. Donc les effets de tout ça, c'est que voilà, on peut demain créer une banque en se disant voilà, moi je vais me concentrer sur le front-end, sur le back-end, je sais pas, enfin prendre un bout du SI, et après je vais prendre les meilleures briques du marché, je vais prendre un core banking system temps réel, je vais prendre un outil de gestion de la relation client qui est au top. Donc ça c'est la première dimension. Tout ce qui est finalement, toutes les briques sur lesquelles je ne me suis pas positionné, quelque part je les externalise, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas de valeur pour moi, donc je demande à quelqu'un de le faire, donc potentiellement c'est le cœur de métier. Et troisième signal, c'est que j'ai commencé à mettre à disposition des API, notamment dans le cadre d'Open Data, c'est-à-dire que j'ai ouvert mes données, et on a une communauté de développeurs qui a commencé à travailler sur ces données, qui a commencé à les exploiter, et qui a commencé à proposer des applications sur les données qui ont été mises à disposition par les banques. Donc qu'est-ce qui nous fait dire aujourd'hui que ce scénario est crédible? Donc on va faire le même travail de signaux faibles.
La première chose, c'est que finalement, il y a beaucoup de choses qui existent déjà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle de marque blanche, notamment, voilà, il y a un ensemble d'acteurs qui proposent, notamment sur certains produits aujourd'hui, de fonctionner en marque blanche. C'est-à-dire que la banque ne couvre pas forcément tous les services, enfin ne couvre pas forcément tous les produits, et va s'appuyer sur des partenaires pour adresser ces produits. Je parlais des télécoms tout à l'heure, aujourd'hui, M6 Mobile, il y a plein d'acteurs qui se sont positionnés et qui sont adossés en fait à des opérateurs historiques et qui finalement font uniquement la couche de relations clients, uniquement une forme de rebranding du service en s'appuyant quelque part sur les back-office de SFR, d'Orange et autres. Et vous avez aussi tout ce qui est les GIE, donc groupements d'intérêt économique. À partir du moment où vous avez une activité où vous perdez de l'argent, il y a cette envie entre banques de créer quelque chose pour avoir une masse critique suffisante pour finalement commencer à réduire les coûts. Donc ça, c'est d'un point de vue business. Si on s'intéresse au coût de computing, il y a aussi pas mal de signaux qui vont dans potentiellement cette externalisation dans l'ensemble des services. Donc quand on parle de cloud, il y a bien sûr une distinction entre cloud public et cloud privé. Aujourd'hui, vous avez quand même des annonces qui sont extrêmement fortes, notamment la banque espagnole BBVA, qui aujourd'hui a délégué toute sa messagerie, une bonne partie de ses outils collaboratifs à Google. Donc c'est quand même un début de révolution, c'est quand même quelque chose de très très surprenant par rapport, je dirais, au positionnement aujourd'hui des banques vis-à-vis du cloud. Vous avez énormément d'initiatives, notamment d'ING et de Deutsche Bank, sur des solutions de cloud privé. Vous avez Unicredit, vous avez le Crédit Mutuel qui utilisent aujourd'hui des services, pour être clair, qui ne sont pas forcément stratégiques, cœur de métier, mais en utilisant des serveurs Amazon, en utilisant ce type d'architecture. Troisième signaux faibles, banque et API. Je vous parlais d'API. Donc API, c'est, pour donner une définition rapide, on est sur quelque part mise à disposition d'une interface, mise à disposition d'un service vers l'extérieur. Et aujourd'hui, vous avez eu 2 annonces en France qui ont quand même surpris le marché, notamment Castor pour CA et AXA Bank, qui ont mis à disposition une API à des communautés de développeurs dans une optique que ces développeurs commencent à développer des applications en accédant à ces services. Donc il y a vraiment un premier pas d'ouverture des données bancaires vers l'extérieur. Associé à ça, vous avez aussi l'ensemble des courants open data qui sont principalement aujourd'hui drivés par les administrations, mais qui pourraient commencer à arriver côté banque. Dernier signaux, la notion de banque as a service, dont on reviendra sur la notion après, avec notamment Bank Simple. Je vous donnais l'exemple de cette banque qui s'est créée, qui n'a même pas aujourd'hui le statut de banque, et qui est en train d'ouvrir. Et vous avez un deuxième exemple qui se passe aussi aux États-Unis, qui est Movent Bank, qui suit un petit peu cette tendance, donc avec une approche assez disruptive sur son business model. Donc si on essaye de déceler quelques enjeux associés, il y en a, je vais au moins m'intéresser à 3 de ces enjeux. La première, c'est se recentrer sur son métier. Alors j'ai mis son métier entre guillemets parce que l'objet, c'est plutôt de dire c'est où que je suis vraiment bon, c'est où que je maîtrise mes coûts, c'est où je suis vraiment différent par rapport au marché. Et quelque part, c'est investir sur cette dimension-là et externaliser toutes les choses où finalement le secteur, mes concurrents sont meilleurs que moi. La deuxième chose, c'est le rôle de compositeur. On a vraiment cette dimension où je vais demain créer mon SI quelque part un petit peu d'une feuille blanche, où je vais me dire, voilà, moi je fais cette activité, et tout le reste, je vais faire soit du business process outsourcing, soit je vais faire appel à du cloud computing et des offres SaaS, donc software as a service. Et donc une dimension qui est, mon SI finalement il ne m'appartient pas vraiment, donc comment je vais gérer ça? C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension de gestion des différents partenaires avec lesquels on va créer cette banque. Et la dernière dimension, c'est l'ouverture du SI, donc j'en parlais avec la dimension Open Data. Une banque demain va dire, voilà, je suis obligé de l'ouvrir pour potentiellement, quand on dit l'ouvrir, c'est l'ouvrir potentiellement au client, mais c'est aussi l'ouvrir à d'autres banques. Et pour faire ça, pour ouvrir un service demain, je ne sais pas, de traitement CEPA, un service sur une factory particulière d'un produit,
pour que la banque puisse le faire, il y a la dimension, elle doit maîtriser de façon extrêmement pointue ses coûts, et ça ouvre une optique au DSI aujourd'hui, qui est de sortir d'un carcan dans lequel aujourd'hui on est un petit peu engoncé, qui est d'être perçu uniquement comme un centre de coûts, et de potentiellement devenir un centre de profit, c'est-à-dire faire entrer de l'argent par rapport à l'activité qu'on mène. Donc pour creuser sur ces enjeux et voir quels sont les impacts sur le système d'information, je vous propose une première lecture. Donc là, on a grosso modo un SI bancaire, hein, vous avez la distribution, l'opération, la partie finance, les échanges et la partie support à côté. Si je prends ce modèle et que je me dis, je crée une banque en mode SaaS. Donc en mode SaaS, c'est Software as a Service, donc uniquement sur le cloud computing. Aujourd'hui, on pourrait se dire que c'est possible. Bon, alors, je ne vous raconte pas les difficultés d'assemblage, mais potentiellement ce serait possible. Et puis clairement, vous avez des briques qui n'ont pas la même maturité. Aujourd'hui, quand Temenos, donc Temenos c'est un éditeur de CPS, le Core Banking System, qui dit qu'il se positionne sur le cloud, on n'y est pas demain. Mais globalement, voilà, je pourrais opérer toute ma production sur Temenos ou sur Quality Routers. Je pourrais utiliser un ensemble de briques front, notamment Salesforce, sur la partie CRM. Vous avez aujourd'hui des banques plutôt sur la gestion des entreprises qui utilisent Salesforce. Vous avez le cas de la Société Générale notamment. Et puis vous avez d'autres outils qui sont utilisés côté distribution pour la relation client. Après, il y a des acteurs que vous rencontrez sur tout ce qui est centre d'appel, typiquement Prosody, qui propose ce mode d'intervention. Les fonctions support, là, c'est pas une surprise. Aujourd'hui, il y a un ensemble d'entreprises qui ont commencé à outsourcer en mode SaaS tout ce qui est RH, un ensemble de fonctions support qui ne sont pas au cœur de l'activité. Et même sur la dimension financière, il y a des possibilités. Donc ça, c'est une première lecture qui est bien intéressante. Alors, je ne sais pas si on pourrait y arriver demain, mais potentiellement, on pourrait le faire. Deuxième lecture, on sort du mode SaaS et on passe en BPO, donc Business Process Outsourcing. Donc là, j'outsource complètement la solution et la gestion de cette solution. C'est-à-dire qu'on a des gens, on achète quelque part des gens derrière. Et là aussi, quelque part, on n'est pas loin d'y arriver. Alors, on n'est pas loin d'y arriver avec des acteurs historiques qui opèrent déjà avec une approche qu'on appelle marque blanche aujourd'hui. Donc Generali propose un ensemble de services à des banques. Dès qu'on parle d'assurance vie, en fait, il y a peu de banques qui adressent le produit, qui l'opèrent directement. Et en général, donc c'est Generali qui propose ce service. Jeep peut avoir la même approche en proposant des usines produits pour certaines banques ou certaines assurances. Vous avez aussi Natixis qui opère naturellement sur ce segment dans le groupe BPCE, mais qui propose aussi ce service à d'autres banques. Et vous avez notamment CA qui a fait une annonce assez récente, donc je parle de CA Suisse, qui propose quasiment du sol au plafond un système d'information bancaire en Suisse pour une banque privée qui pourrait se lancer, ou même une banque de détail qui voudrait se lancer en Suisse, en proposant tous les stacks techniques à la banque. Donc voilà une deuxième lecture en se disant, oui, potentiellement, sur le BPO, je pourrais faire des choses. Et donc si je reviens à mon exemple, qui était Bank Simple. Donc Bank Simple, on a commencé à les décoder. Et qu'est-ce que ça donne ? Bank Simple, en fait, c'est ça. C'est uniquement ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils sont centrés uniquement sur la partie distribution, uniquement sur la gestion de la relation client. C'est-à-dire qu'ils ils ont un ensemble d'IHM qui sont assez disruptives. Et c'est vraiment leur positionnement. C'est-à-dire que c'est là qu'ils ont investi en termes de SI. Et sur les autres briques, ils se sont dit, on va prendre les meilleurs. C'est-à-dire qu'ils ont fait appel à The Bank qui est un SI qui est en temps réel. Donc c'est un Core Banking System qui opère en temps réel, donc c'est extrêmement important pour eux. Le fait que quand on passe à virement, on n'attend pas le lendemain pour le voir valoriser sur son compte, c'est quand même quelque chose. Donc ils sont adossés à Bank, 1 pour ce qu'ils offraient, et 2 pour avoir un statut bancaire. C'est-à-dire ils sont une banque du fait d'être adossés à cette banque. Ils ont pris Allpoint sur tout ce qui est DAB, réseau de DAB. Ils ont fait confiance à Visa sur tout ce qui est paiement et aussi sur tout ce qui est lutte contre la fraude, ce qui permet quelque part de déporter cette obligation vis-à-vis d'un tiers. Sur la partie front, ils ont continué dans le shadow offre avec des solutions best of breed en fait aux États-Unis.
Et il y a une dimension que j'ai mis un peu partout, c'est la dimension API, parce que je vous disais, les API, voilà, c'est une interface qu'on propose, mais dans un système d'information tel que celui-là, il y a la nécessité de gérer la relation entre les différentes briques, et on va opérer ça avec des API, et il y a une nécessité potentiellement d'utiliser des API vers l'extérieur. Et donc, c'est un point qui est extrêmement clé dans ce type d'architecture, c'est être en capacité à avoir une approche de standardisation des échanges entre ces différentes briques. Donc je vous parlais d'API. Je pense qu'il est important aussi quand on s'intéresse à ce sujet, de parler quelques chiffres. Aujourd'hui, 75% du trafic web qui est associé à Twitter, c'est des API. 60% du trafic web de Salesforce, c'est des API. C'est-à-dire que ce n'est pas un accès direct sur le site. On va utiliser un ensemble d'API. Donc il y a vraiment, vous avez un ensemble de chiffres, il y a vraiment une activité finalement sur Internet qui est en explosion, c'est l'utilisation d'API. Et aujourd'hui, enfin, les deux exemples pour illustrer ça, c'est le positionnement d'AXA Bank, le positionnement de Castor, de CA-Store, qui propose aujourd'hui ces API vers les développeurs. Donc, très rapidement, quels sont les enjeux quand on adresse une API? Pour nous, il y en a trois. Il y a des enjeux techniques, on parle de sécurité, on parle de standardisation. Il faut que l'API soit ouverte, il faut qu'elle repose sur un ensemble de standards. Donc il y a forcément une dimension technique. Vous avez une dimension communautaire, surtout si vous voulez l'offrir et la mettre à disposition. Donc là, vous avez tout un dossier, comment je vais animer la communauté, comment je vais la supporter, comment je vais l'emmener avec moi, comment je vais documenter, et la dimension utilisateur, c'est-à-dire est-ce que je veux facturer cette API, parce que c'est bien beau d'en faire, mais est-ce qu'il y a un modèle économique qui est derrière, comment je vais la facturer, comment je vais revenir, comment je vais finalement me rembourser de l'infrastructure que je mets à la disposition des gens. Donc il y a toute la partie mesure, reporting associée à ces API. Donc si j'en reviens à mes enjeux initiaux propres à ce scénario, il y a un dernier point sur lequel il me paraît vraiment important d'insister, c'est la culture de la mesure. Alors pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que vous allez me dire, mais chez nous on mesure déjà, on a des KPI et tout ça, donc quel est le message derrière? Le message derrière, c'est que on a beau mesurer plein de choses dans un système d'information, on va mesurer l'infrastructure, on va mesurer la partie applicative, on va mesurer les services métiers, mais l'intelligence réelle, en fait, elle est dans la mesure où on est en capacité à regrouper finalement ces trois types d'indicateurs. C'est-à-dire c'est en regroupant ces indicateurs que véritablement vous avez des métriques qui vous servent. Donc c'est extrêmement important d'avoir cette approche de la mesure. Et cette approche de la mesure, elle devient vitale à partir du moment où on se projette dans les business models qu'on a vus juste avant. C'est-à-dire que pour être en capacité à facturer mes services, il faut que je sache comment ils sont utilisés, à quelle fréquence, par qui. Donc ça, c'est le premier volet. Et le deuxième volet, c'est, et qui est plus propre à, je dirais, je lance une activité. Quand je lance une activité, j'ai besoin de feedback d'utilisation, et donc j'ai besoin de mesurer le parcours que peuvent avoir mes utilisateurs sur le web, j'ai besoin de mesurer un ensemble d'informations pour que je m'améliore. Donc c'est vraiment un point clé de ce scénario. Si on synthétise tout ça au niveau des impacts SI, forcément la dimension échange est très perturbée parce qu'on va mettre en place. Cette dimension SI composite est vraiment très importante. Vous avez un aspect sécuritaire qu'il ne faut pas oublier. On va ouvrir ces données. C'est-à-dire qu'on va vraiment avoir des données qui transitent un peu partout. Et puis vous avez toute la couche infrastructure qui est remise en question par le coût de computing, par le fait qu'on fasse du BPO. Donc là où il y a vraiment des investissements importants à revoir. Pour finir sur les impacts, impacts que j'ai appelés culturels et organisationnels, il y a deux changements de posture à opérer si vous souhaitez partir sur ces scénarios. Le premier, c'est la posture d'éditeur. Alors pourquoi la posture d'éditeur? C'est que si demain, vous vous dites, voilà, je vais offrir un service à une autre banque, quelque part, je deviens éditeur vis-à-vis de cette autre banque. Parce que, en fait, je ne vais pas m'arrêter à un client. Je vais l'offrir à N clients. Donc, je prends une posture d'éditeur. Et qu'est-ce que ça veut dire avoir une posture d'éditeur? Un premier impact, voilà, c'est cette notion d'édition versus professional services. C'est-à-dire que
Vous avez un métier qui est développer un corps, donc le produit que vous voulez vendre, et vous devez aussi l'intégrer chez vos clients. Donc potentiellement, c'est un changement d'organisation à opérer associé à cette posture. Le deuxième aspect, c'est la notion de multi-tenante. Donc ça, c'est plus un aspect d'architecture. Qu'est-ce qu'on voit derrière? C'est la capacité avec un système d'opérer plusieurs clients. C'est-à-dire que si vous faites un back-office et que vous l'ouvrez à un ensemble de clients, vous devez être en capacité à découper votre comptabilité pour pouvoir adresser de façon différente ces différents clients. Donc il y a un ensemble de patterns d'architecture qui sont propres à cette notion et aux architectures multitenantes qu'on voit aujourd'hui émerger de plus en plus dans les entreprises. La dernière chose, c'est cette dimension de roadmap produit. Un éditeur ne s'appuie pas uniquement sur ses clients pour faire évoluer son produit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un éditeur il a une vision. Et ensuite, il va collecter et enrichir cette vision avec les retours terrain. Mais il est important d'avoir une vision qui est quand même décorrélée des différentes demandes des clients. Et l'un des aspects que j'associe à ça, c'est tout ce qui est enjeu autour du Lean Startup. Donc Lean Startup, c'est des méthodes qui permettent de lancer des activités. Donc si potentiellement vous souhaitez adopter une posture d'éditeur, c'est le type de méthodologie qui peuvent avoir un sens. La deuxième posture importante, c'est une posture un petit peu des grands du web, c'est la posture as a service. Donc là, je suis vraiment fournisseur de services. Et qu'est-ce que ça implique? Ça implique qu'aujourd'hui, quand Amazon vous met à disposition un serveur, enfin des ressources, une capacité extrêmement rapidement, à des coûts extrêmement bien maîtrisés, ben ça veut dire quoi? Ça veut dire que concrètement, leur business model, leur métier, aujourd'hui, c'est de savoir concrètement ce que ça leur coûte. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas perdre d'argent, sinon l'entreprise n'est pas viable. Et ça, c'est pas anodin. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, demander à votre DSI, quand le métier demande à une DSI, ben voilà, combien ça me coûte telle application, ou combien ça me coûte tel processus métier, la réponse est extrêmement difficile à fournir, surtout sur les organisations et les très très grandes banques, où on a vraiment des grosses difficultés à découper les coûts. Et donc c'est un des points essentiels si on veut se lancer dans cette aventure. C'est-à-dire, concrètement, si vous opérez pour quelqu'un d'autre, vous devez savoir comment vous pouvez valoriser cette opération. La culture de la mesure, j'y reviendrai pas. Et puis, associé toujours à cette dimension grande du web, vous avez un changement organisationnel au sein des systèmes d'information où on passe d'organisations traditionnelles à ce qu'on appelle des feature teams. Donc c'est des organisations où on va avoir des équipes qui sont capables d'opérer du métier jusqu'à la production de façon autonome sur une fonctionnalité donnée. C'est-à-dire qu'ils opèrent de façon complètement close. Et l'un des courants associés aujourd'hui et qu'on voit se déployer dans les entreprises associées à cette notion de feature team, incluant les opérations, c'est le mouvement DevOps qui traduit cette volonté de rapprochement entre la partie développement que vous avez dans vos organisations et de la partie opération. Voilà pour ce scénario. En guise de synthèse, pour résumer tout ça et pour bien expliquer l'exercice qu'on a tenté de faire avec vous ce matin, deux citations. La première, c'est « Tous les modèles sont faux, certains sont utiles », au sens où on ne croit pas à nos scénarios en tant que tels. Ils sont caricaturaux, c'est volontaire. Par contre, ce à quoi on croit, c'est que le futur sera dans certains items qui vous ont été présentés aujourd'hui. C'est-à-dire que le futur de demain, ce sera un petit peu du premier scénario sur tel ou tel axe, un petit peu du deuxième scénario sur tel ou tel sujet, et ce sera ça le futur. Donc quelque part, ça donne des idées. Et deuxième chose, c'est l'avenir ne se préoccupe pas, il se prépare. C'est-à-dire qu'il est essentiel aujourd'hui, on ne peut pas suivre tous les scénarios en même temps, c'est-à-dire qu'on ne peut pas, voilà, nous on va à droite, on va à gauche. Non, l'objet c'est de lancer quelque part des traits prospectifs, c'est-à-dire de lancer un ensemble d'innovations qui permettent quelque part de balayer ces différents scénarios pour être prêt par rapport à ce qui va se passer. Donc il y a vraiment cette notion d'y aller pour pas être dépourvu. Donc je finirai avec un seul mot qui résume pour moi le positionnement que vous devez avoir aujourd'hui par rapport à un environnement qui est quand même très incertain, c'est tester, tester, tester. C'est-à-dire lancer des innovations pour être prêt au moment où le marché va évoluer. Voilà, je vous remercie.